Tous les mercredis à 12h15, c'est Cinestar sur Radio Star. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Cinestar, votre émission cinéma sur Radio Star. Je suis Kevin et j'ai avec moi aujourd'hui Théo. Oui, bonjour. Et Dino. Salut. Nous sommes membres de l'association cinéphile marseillaise Le Poulpe Savant et nous allons évoquer ensemble l'actualité ciné en commençant par les nombreuses sorties de la semaine. Et on commence tout de suite donc avec Blue et compagnie, un film familial, une comédie familiale avec Ryan Reynolds, celui qu'on connaît plus dans le rôle de Deadpool. C'est une histoire originale, ça mérite d'être souligné quand même. Dans un Hollywood où il y a plein de reboots, sequels et compagnie, là c'est une histoire originale dans laquelle une petite fille peut voir les amis imaginaires de tout le monde. Et des plus mignons aux plus bizarres, son aventure magique sera de reconnecter chaque enfant à son ami imaginaire oublié. C'est mignon, non? Ouais, c'est le sixième sens, je suis en train de Ah ouais, ça c'est la version mais un peu plus gore. Un peu plus dark. Mais ouais, c'est mignon. Et par contre, il y a un truc que je comprends pas avec ce film, c'est pourquoi est-ce que John Krasinski réalise ça? Après ces deux films sans un bruit, qui sont par ailleurs très bons, je comprends pas comment... Enfin, je comprends vraiment pas le lien logique. Je me dis soit il veut se casser vraiment de manière franche l'image de réalisateur de films d'horreur, parce que de base il est connu pour jouer dans des séries comiques, donc notamment The Office. Ah oui, l'excellent Jim dans The Office, qui donc a le rôle principal avec Pam et Dwight Schrute. Jim, c'est John Krasinski, donc qui est un acteur et qui depuis une dizaine d'années maintenant réalise. Ouais. Et donc il a fait deux films d'horreur. Là, soit il veut couper du coup et faire un film un peu plus familial pour changer un petit peu, soit j'ai presque l'impression que c'est pour faire plaisir à Ryan Reynolds, parce qu'en fait ça fait vraiment film de Ryan Reynolds, sur le ton, etc. Je pense que c'est une affaire de contrat, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'aux États-Unis, je fais très vite, aux États-Unis les réalisateurs sont un peu moins considérés en majorité comme des auteurs, comme ça peut être le cas en France, ce qui fait que souvent ils vont signer des contrats avec les boîtes de production et les boîtes de distribution. Ce qui fait que là, John Krasinski a pu signer un contrat qui dit bon d'accord, tu signes pour deux films d'horreur, nous on te les finance, par contre si jamais ça se casse la tête, il faut que tu puisses être rentable en tant que technicien, donc tu signes aussi pour un film familial, il y a une espèce de package qui existe où on va voir un film familial, un film pour ados, un film d'horreur, une comédie romantique, etc. que les réalisateurs entre guillemets doivent remplir pour avoir la carte auprès des studios. Oui, peut-être que la version marketing, en tout cas la réponse qu'il donnera aux journalistes, sera de dire je l'ai fait pour mes enfants, parce que avec Emily Blunt, ils ont des enfants ensemble, je crois, deux, si je ne dis pas de bêtises, je suis très peu people, mais enfin voilà, vous vérifierez sur Google. Mais voilà, peut-être que c'est des enfants qui ont entre 5 et 10 ans et qu'il a envie aussi peut-être de faire un film pour eux, c'est bien possible. Voilà. En VF, il y a les voix de José Garcia et Mylène Farmer, c'est quand même assez étonnant pour le souligner, voilà. Moi, José Garcia, je suis assez client, j'ai hâte de voir ça. Mylène Farmer, je pense que ça peut être tourné un petit peu à la dérision aussi, donc pourquoi pas. Mais en version originale, alors là, il y a un casting de fou furieux. John Krasinski, je pense qu'il a beaucoup la cote aux États-Unis parce qu'il a ramené ses potes, mais en même temps des grands noms. Il y a Steve Carell, donc de The Office, qui joue le fameux Michael Scott. Il y a Phoebe Waller-Bridge, donc qu'on connaît comme Douglas, Flag, exactement. Il y a aussi Emily Blunt, Matt Damon, George Clooney, Bradley Cooper, et j'en oublie beaucoup, j'ai regardé la liste. Et en fait, tous interprètent un ami imaginaire. Et donc, voilà, ça a l'air d'être assez sympa. Est-ce que... Pardon, tu allais dire... Non. Est-ce que vous avez... Parce que Ryan Reynolds, il est connu aussi pour Deadpool 3, pour Deadpool, pardon, et on parle beaucoup de Deadpool 3 qui va sortir cet été, début juillet, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que ça vous tente, Deadpool 3? Est-ce que vous avez hâte? Est-ce qu'on l'accueille un petit peu avec des fourches? Parce que c'est la relance de l'univers Marvel qui est en jeu, là. Alors, moi, j'ai énormément peur. Initialement, j'avais bien aimé les deux premiers Deadpool. Mais moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que y a le film Logan, en fait, qui est sorti et qui est purement parfait, de bout en bout, qui est une conclusion parfaite sur le personnage, sur l'acteur dans son rôle. Sur le personnage de Wolverine. Oui, de Wolverine, exactement. Qu'on retrouve dans Deadpool 3, et qui est de retour. Deadpool et Wolverine, tout à fait. Et donc j'ai très peur de ce qu'ils vont en faire, d'autant plus que je trouvais que la manière dont les deux premiers Deadpool se moquaient du personnage était vachement maligne, notamment la scène post-générique de Deadpool 3. Non, de Deadpool 2, c'est pas post-générique, c'est juste avant la fin. Donc dans le climax, il y a une scène avec Deadpool qui remonte dans le temps, entre guillemets, et c'est fait de manière hyper intelligente, et en fait j'aurais préféré que ça reste à ce niveau-là,
Et puis surtout, c'est le premier film Deadpool sous l'effigie Disney. Parce qu'avant, c'était encore la Fox. Et honnêtement, les derniers films de super-héros de Disney, je suis pas vraiment client. Et je sais pas à quel point Ryan Reynolds a réussi à garder le contrôle de son bébé. Parce que c'est quand même une grande... Enfin, c'était son projet à lui aussi, hein, Deadpool, c'est lui qui s'est battu pendant des années pour le faire. Miller aussi. Totalement. Et il s'est vraiment beaucoup battu pour l'avoir, mais le truc c'est que Disney, ça pèse un petit peu. Mais il y a quelques millions de dollars en jeu là, sur cette sortie, et puis tout le retour de l'univers Marvel aussi qui bat un petit peu de l'aile sur ses dernières sorties. C'est le premier film, c'est le seul film de super-héros de cette année aussi pour Marvel. Ouais, c'est la première fois depuis des années. Parce que justement ça va pas, mais après moi je suis quand même un peu plus... je pense que je suis moins frileux que toi sur Deadpool 3, ouais, parce que Deadpool c'est le personnage idéal pour Ryan Reynolds, vu sa persona et le style d'humour qu'il va faire. Même si en effet il a un peu tendance à devenir une parodie de lui-même un petit peu. Je trouve, ouais, beaucoup. C'était aussi Fall Guy, je crois, le film dans lequel il joue. Oui, il y a... Free Guy. Free Guy, pardon, oui. Voilà. Et Red Notice, qui étaient de mauvais films, et où vraiment Ryan Reynolds, malheureusement, quand il n'y a personne qui le cadre et qu'il fait juste n'importe quoi, ça peut pas toujours fonctionner. Mais Deadpool, on a quand même l'impression qu'il a cerné le personnage, même si le deuxième, je trouve quand même en dessous du premier, mais il a quand même cerné le personnage et ils ont l'air de savoir à peu près où ils vont. Et comme on disait, vu l'état dans lequel est le Marvel Cinematic Universe, on peut que espérer qu'ils aient dit bon, nous on a un peu de mal en ce moment, on vous laisse faire ce que vous savez faire pour redorer un peu le blason. Un peu comme avait James Gunn à un moment donné. Ils avaient un peu plus de pouvoir au sein des gros studios. James Gunn avec sa trilogie des Gardiens de la Galaxie, qui est à mon sens la plus réussie de l'univers Marvel, avec des personnages qui sont vraiment développés et une vraie profondeur dans chacun de ces films, avec beaucoup d'émotions. Ça donne un petit peu le ton donc, pour Deadpool 3, qui sortira en juillet. Mais là, on parlait donc de Blue et compagnie, qui sort ce mercredi 8 mai. Autre film aussi qui sort ce mercredi 8 mai, c'est L'Esprit Coubertin, une comédie satirique sur les Jeux Olympiques, à 2 mois et demi des Jeux Olympiques, avec Benjamin Voisin, qu'on a connu dans des rôles tout à fait différents, des rôles plutôt dramatiques, dans L'Illusion perdue, que moi j'ai adoré, et aussi dans Été 85 de Ozon. Emmanuel Berco, il y a aussi Grégoire Ludic, donc du Palmachot. On retrouve Laura Felpin, qu'on a beaucoup vu aussi dans Le Flambeau. Là, Paul, donc Benjamin Voisin, eh bien, c'est un as du tir et c'est le seul espoir de la France dans cette catégorie-là, où la France enchaîne les échecs depuis de très nombreuses années. Mais avec ce champion un petit peu simple d'esprit, rien n'est gagné d'avance. Est-ce que vous avez vu la bande-annonce de ce film, tous les deux? Ouais, je l'ai vu hier, j'ai rigolé à un moment donné, donc franchement, ça peut... Puis surtout, le timing est parfait, surtout pour nous, Français, en ce moment. Mais oui, non, je suis curieux quand même de ce que ça va donner après. Ouais, mais surtout qu'il a fait pas mal de bruit au festival de l'Alpe d'Huez, il a récupéré pas mal de petites statuettes, il me semble. Oui, il me semble aussi. Donc, festival de comédie de l'Alpe d'Huez, qui est un petit peu le macaron que toutes les comédies françaises aiment apposer sur leurs films, gage d'une certaine qualité, comme avait été Nous les Leroy, par exemple. Je sais que vous avez fait encore en salle, allez le voir, parce que c'est super. Mais L'Esprit Coubertin, bon, moi je dis pourquoi pas, j'aime bien Benjamin Voisin. Évidemment, le pitch du film, je le trouve marrant, j'ai envie d'y aller. Puis on va se moquer des JO. Et on va se moquer des JO, voilà, forcément. Je pense que personne ne peut dire qu'il ne s'est pas moqué des JO une seule fois ces dernières semaines, en disant que ça va être une catastrophe, etc. Là, il y a tous les sujets polémiques à l'intérieur, on va parler des punaises de lit. On va parler aussi du traitement risible de l'information en continu. Et puis, il y a aussi une ministre des Sports un petit peu spéciale, apparemment, ce qui n'est pas censé nous rappeler notre cher ministre des Sports, qui a été aussi un temps ministre de l'Éducation, et qui a enchaîné beaucoup de couacs, on va dire, au début de sa nomination. Controverse. Donc voilà, L'Esprit Coubertin, c'est à voir en salle cette semaine. Autre sortie, et grosse sortie quand même, c'est La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume. Alors moi, je n'ai absolument pas du tout suivi cette saga, en dehors du film original de 68. Mais toi, Théo, tu as bien bossé le sujet. Dis-nous tout. Alors, en effet, La Planète des Singes, c'est donc une saga qui maintenant a 10 films. Donc grosso modo, on a la saga originelle qui va durer de 68 à 73, avec différents réalisateurs qui vont s'enchaîner, mais où les styles de films vont relativement se ressembler. Très grossièrement, le pitch, c'est qu'est-ce qui se passe si les singes deviennent conscients d'eux-mêmes, et donc acquièrent
la parole, acquiert ce que est censé être le propre de l'être humain, et s'il voulait se rebeller et prendre le contrôle de la planète. Grosso modo, ni pourquoi, ni comment, tout ça, je vous laisse découvrir en regardant les films. Il faut. Mais le pitch, en gros, c'est ça. Ensuite, on a eu en 2001 Tim Burton qui a fait son remake, qui s'est pas très bien, qui a pas trop plu, ce qui fait que ça l'a complètement stoppé, puisqu'il était prévu qu'il fasse une trilogie dessus. Et qui est totalement sorti, j'ai l'impression, de l'inconscient collectif. Ouais, tout le monde l'a oublié, ce film. Avec Mark Wahlberg d'ailleurs. Exactement, principal, avec Marky Mark. Ouais. et on a eu donc Matt Reeves, qui est revenu au début des années 2010, pour nous faire donc l'affrontement et suprématie, pendant leur suprématie et affrontement, je crois. Qui donc ont un peu redoré complètement le blason de cette saga, parce qu'on est sur deux excellents films d'action par un gars qui sait ce que c'est qu'une caméra et qui sait comment filmer l'action. Il le prouvera avec The Batman plus tard. C'est ce que j'allais dire. Il sera d'ailleurs à la réalisation du The Batman 2. Exactement. Voilà. Qui est prévu, je crois, l'année prochaine. Oui, après il a été repoussé. Là maintenant, on se retrouve avec Wes Bell, alors, qui réalise ce nouveau La Planète des Singes. Alors, qui c'est Wes Bell? C'est le réalisateur de la trilogie Le Labyrinthe, qui, donc, parmi les films comme ça pour adolescents, entre guillemets, dans lequel je vais mettre Hunger Games, Divergente, etc., je trouve que c'est celle qui s'en sort le mieux, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. D'autant plus niveau cadrage, etc., tu parlais de Matt Reeves, c'est pas non plus un manchot, quoi. C'est quelqu'un de très compétent, c'est le deuxième plus gros budget de la saga, avec un budget de 150 millions. Gros, c'était pour l'affrontement de Matt Reeves à 170. Et là, on est en plus dans un film qui veut un peu inverser les rôles, où on va avoir des humains traqués par des singes, mais les singes entre eux qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur est-ce qu'il faut vivre dans l'ombre de César, qui est le singe héros de la trilogie précédente, ou est-ce qu'il faut trouver notre propre mode de vie, entre guillemets. Donc pourquoi pas. César qui était un héros, mais un héros un peu noir, parce que de ce que j'ai compris, de ce que j'ai suivi, c'est un chef de guerre et c'est quelqu'un qui a dû faire des choix un peu drastiques pour la survie des singes. Absolument, mais qui était un peu... qui avait quand même en lui ce passif de singe complètement soumis et esclavagisé, parce qu'il y avait évidemment dans les films de Matt Reeves cette connotation-là dans le traitement des singes, où ils étaient vraiment les esclaves des hommes et les hommes n'hésitaient pas à les abattre une fois le travail fait. Donc en effet, ils se rebellent et au final, ils font des exactions absolument horribles sur les hommes, et même celles et ceux qui n'ont rien demandé. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que je crois qu'on est 200 ou 300 ans après. Donc l'humanité est redevenue complètement sauvage. Donc ils errent un peu dans la forêt en essayant de survivre, et malgré tout, les singes qui sont en différents royaumes, dans différentes communautés, il y en a qui les traquent, il y en a qui les accueillent, il y en a qui veulent les garder loin. On suit un peu une humaine au milieu de tout ça. Donc pourquoi pas. Et une petite question sur ce film. Est-ce que selon toi il faut avoir vu les précédents de la dernière saga pour comprendre ce film-là, ou est-ce qu'on peut y aller vierge des autres? Je pense qu'on peut y aller vierge des autres. C'est bien de savoir qui est César, et donc juste de savoir que c'est le premier singe conscient, et c'est lui qui a permis à tous les singes de se rebeller et de prendre le pouvoir. C'était bien de savoir ça, mais j'espère en tout cas que le film est suffisamment intelligent pour vouloir drainer un nouveau public à venir voir La Planète des Singes. Idéalement, c'est peut-être mieux de les avoir vus, il va y avoir sûrement des références et des petits clins d'œil, parce qu'on sait que Hollywood aime bien faire des références et des clins d'œil. Mais je pense que même sans avoir vu les films de Matt Reeves, parce que mine de rien, La Planète des Singes est quand même dans l'inconscient collectif, je pense que tout le monde a la notion en tête de ce que c'est. Je pense que ça peut se découvrir comme ça. Très bien. En tout cas, La Planète des Singes, le nouveau royaume, en salle aujourd'hui, mercredi 8 mai. Un autre et dernier film de cette sortie de 8 mai, ce sera le deuxième acte de Quentin Dupieux, qui sort son 13e film en moins de... En 3 mois. Voilà, en moins de 5 ans. Alors, il sortira le 14 mai, pour être précis, hein, pas le 15, le 14, puisque ce sera le jour où il sera diffusé aussi au Festival de Cannes. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler aujourd'hui. Et donc c'est le 13e film de Dupieux, et c'est donc le 5e en moins de 2 ans. Et tous les comédiens en vogue français veulent travailler avec ce génie de l'absurde. Et pour l'occasion, nous aurons ici Louis Garrel, Vincent Lindon, Léa Seydoux et la révélation Raphaël Quenard. Alors, est-ce que vous aimez les films de Dupieux? Est-ce que vous en avez un préféré? Alors, moi, je ne connais pas tous les films parce qu'en fait, j'ai commencé à regarder il y a un peu plus d'1 an. Donc, je me regarde Réalité qui, selon la plupart des gens, est son meilleur. Donc, je me le garde un peu
au cas où, un jour où je sais plus quoi faire, et vraiment, moi, j'aurais tout vu, et je me mets celui-là. Mais sinon, moi, j'adore Incroyable mais vrai. Pourtant, c'est pas un des qui ressort le plus, j'ai l'impression. Mais avec Alain Chabat, notamment, il y a une histoire un petit peu farfelue, forcément, c'est Quentin Dupieux, avec une maison qu'ils achètent et qui a une spécificité. On ne dira pas laquelle. Mais vraiment, j'aime beaucoup Quentin Dupieux. Je trouve forcément, vu qu'il fait beaucoup de films avec des idées très précises, certains sont moins forts que d'autres, forcément. Mais globalement, c'est quand même hyper bon d'une manière générale. Puis surtout, c'est impressionnant parce que c'est quelqu'un qui a la patte dans la plupart des métiers techniques en fait, de ses films. C'est-à-dire souvent, il fait la musique, il fait le cadrage, etc. Vrai. Et puis il tourne, il ne fait pas tout le temps les mêmes choses exactement. Et c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, c'est possible de faire du cinéma avec pas énormément d'argent, parce qu'au final, les acteurs, ils acceptent de jouer pour pas grand-chose dedans. Et puis, vu qu'il fait tout, en soi, il économise beaucoup. Je sais pas combien d'heures il dort par nuit, mais non, j'aime bien. J'aime vraiment bien ce réalisateur. Un autodidacte, voilà, qui arrive avec des concepts forts, identifiables dès le départ, et essaie de mettre ses personnages dans des situations un petit peu absurdes. Ah oui, tout à fait, mais surtout, faut pas oublier quand même que Quentin Dupieux, il a fait, je crois, une quarantaine de courts-métrages, et il a commencé à faire des films aux États-Unis, très petit budget. Le plus connu, je pense, c'est en Rubber. Donc il lui a quand même fallu plus de 10-15 ans avant d'avoir une notoriété, entre guillemets, en France, et pouvoir faire ce qu'il veut. Donc ça fait plaisir de voir un auteur avoir la liberté dont il a besoin pour s'exprimer. Et ce qui, en plus, en fait des films super. Et pour répondre à ta question, je pense que moi, mon préféré, ça va être Au Poste. Ah oui, parce qu'il y a tout l'héritage de Blier qui est derrière, de Buffet froid, etc. Et ça me parle beaucoup. Et parce que Benoît Poelvoorde est rayonnant dedans. C'est vrai. Mais ouais, j'ai très hâte, surtout qu'on a eu un petit teaser du deuxième acte qui est très marrant, où les acteurs et les actrices se chamaillent le premier rôle du film. Je suis très curieux. Et ce teaser est une référence directe à la bande-annonce des Bronzés font du ski, où chaque membre du Splendide était face caméra et disait non, c'est moi le personnage principal, c'est moi la vedette du film. Et c'est vrai que c'est un film, c'est un cinéma, en tout cas celui du Dupieux, qui est très référencé de beaucoup de films français. Tu citais Blier, on parle du Splendide et on parle de bien d'autres comédies aussi. Voilà, donc le deuxième acte de Quentin Dupieux. C'est quoi ton préféré à toi? Moi c'est Réalité. Moi c'est vraiment Réalité. Je trouve que j'adore Jonathan Lambert et je pense qu'il n'a jamais été aussi bien utilisé au cinéma que dans cette scène-là. Je suis évidemment comme beaucoup fan de Chabat et je pense qu'il est pile poil là où on l'aime, où on l'apprécie. Et puis ça se passe à Los Angeles. Je trouve que Dupieux, il a une manière quand même de filmer Los Angeles qui est très belle, qui est vraiment propre à lui. Et c'est pas le Los Angeles qu'on connaît, voilà. Et ça, je reconnais beaucoup ça. En France, il a un petit peu moins ce talent-là, je trouve, pour les décors, même si c'est toujours... c'est plus des intérieurs feutrés, etc. Il y a plus de... Là, il est dans les contrées Los Angeles, il y a matière à l'extérieur de filmer plein de choses différentes. Voilà. Tu voulais nous parler, Théo, du 10e film de Tarantino. On a appris récemment qu'il a été annulé. Alors c'est quand même étonnant, un film qui est annulé avant même qu'il soit tourné. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors c'est pas si étonnant pour Tarantino, parce que c'était arrivé au moment de The Hateful Eight, Les 8 salopards, parce qu'il avait été... Alors c'était dans des conditions très différentes, parce que le scénario avait... Le leak était sorti sur internet, et du coup il avait dit je le fais plus, parce que tout le monde a lu le scénario. Heureusement il l'a fait. Mais là ce qui se passe avec donc, The Movie Critic, donc on devait suivre un critique ciné dans les années 70 et qui était un peu sarcastique, un peu véhément et qui travaillait pour un journal un peu critique envers le cinéma. Par ailleurs, il devait y avoir une apparition de Cliff Booth, joué par Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. Ça devait être connecté. Ça devait être connecté. Et finalement, Tarantino a annoncé qu'il ne le ferait pas. Alors, je pense que ça ne veut pas dire qu'on verra jamais ce film, mais je pense que faut reconnaître que ça va être très compliqué pour Tarantino, lui qui a toujours dit « je ne ferai que 10 films dans ma vie », il en a fait 9, il en reste un à faire. Il a fait Once Upon a Time in Hollywood. En plus, il triche un petit peu parce qu'il relie Kill Bill 1 et 2 pour dire qu'il en a fait 9 ça et c'est quand même ça pour un. Kill Bill, déjà, ça devait être un seul film. Et après, ils ont décidé, les producteurs notamment, ont recommandé à Tarantino de couper pour que ça passe mieux auprès du grand public. C'est ça. Mais du coup, qu'est-ce que sera son 10e film et surtout que faire après Once Upon a Time in Hollywood? La pression doit être énorme parce que si jamais il sort un film qui est un peu décevant, qui ne lui plaît pas ou qu'il a envie de raconter autre chose,
s'il en fait un 11e, bah, il va être quand même pas mal moqué. Ouais. Donc oui, je pense que c'est un peu auto-piégé. Ouais, c'est tirer une balle dans le pied il y a des années en fait avec ça. Puis ce qui est dommage, c'est que comme tu disais, Once Upon a Time in Hollywood est parfait dans le sens où c'est un film qui résume toute la passion de Tarantino pour le cinéma et qu'il le met devant l'écran justement. C'est ça qui est très beau. Lui qui est grand fan de films de western, qu'il a toujours clamé. Donc moi c'est très bizarre et surtout ce qui est dommage, c'est que du coup on risque de se priver de plein de bons films de Tarantino parce qu'il est relativement jeune encore. Oui, il a 60 ans, même pas, quand on voit des Clint Eastwood qui filment encore à plus de 90 ans, ou même des Spielberg qui commencent à vieillir, etc. En fait, Tarantino, il aurait très bien pu faire ça parce qu'il a vraiment un grand talent. Et en fait, au final, en tant que cinéphile, c'est un peu dommage de se dire il doit avoir plein d'idées, mais vu qu'il doit en avoir plein de très bonnes, et il doit attendre celle qui est la meilleure de toutes, en fait, ça aurait pu faire 4-5 films déjà très bons et il aurait pu continuer dans ce chemin. Il était même en liste pour réaliser un Star Trek. Ouais. Qui voulait faire un Star Trek. Ça aurait été énorme. Mais hyper violent et tout, mais ça rentrait pas dans la chronologie de la saga. Dans une franchise, ça aurait été vraiment très très intéressant. Moi, je me souviens d'un double épisode qu'il avait fait pour Les Experts. Il avait réalisé un double épisode qui était incroyable. Avec une tension de fou. Je crois qu'il y a un des membres des experts qui est enfermé dans un caveau et qui ne peut pas en sortir, et il cherche pendant 2 épisodes le flic qui est enfermé. Enfin, voilà, je trouve que le mettre dans un truc qui est très formaté, ça peut décloisonner un petit peu les carcans habituels de certaines sagas, de certaines choses un petit peu trop normées, et il n'y a que lui pour le faire, en tout cas avec le pouvoir de le faire. Bah oui, c'est ça, avec la force de proposition qu'il a et le respect qu'il a des producteurs et du cinéma. J'ai une petite transition toute trouvée aussi pour le Festival de Cannes, parce qu'il était beaucoup apprécié là-bas aussi. Il a présidé aussi. Il a présidé, exactement, le Festival de Cannes qui va démarrer donc ce mardi 14 mai jusqu'au 25. Ça démarre avec la cérémonie d'ouverture qui sera présentée par Camille Cotin et diffusée sur France Télé, France 2. Depuis, je crois, 1 an ou 2 maintenant, France Télévisions est le partenaire du festival, ce n'est plus Canal. Et pour cette 77e édition, le jury est présidé par la réalisatrice de Barbie, Greta Gerwig. Donc c'est très très beau d'avoir cette jeune réalisatrice finalement, retour à Brokeback qui est dans le système hollywoodien, présider une cérémonie comme celle-ci avec des films, on va dire, qui ne sont pas des blockbusters, quoi. À Cannes, on est sur une sélection officielle avec des films d'auteur importants. On a eu l'information du jury très récemment aussi, avec Eva Green, Omar Sy, qui sont nos stars françaises, qui vont faire partie de ce jury. On y retrouvera aussi l'actrice Lily Gladstone, incroyable dans Killers of the Flower Moon, qui vraiment met à terre De Niro et Leonardo DiCaprio bien comme il faut. Killers of the Flower Moon, c'était le dernier film de Scorsese, bien sûr, faut-il le préciser. Il y a aussi le réalisateur japonais multiprimé à Cannes, Hirokazu Koreeda, l'acteur italien Pier Francesco Favino, le réalisateur espagnol, Juan Antonio Bayona, qui a réalisé L'Orphelinat et Jurassic World 2. Alors, donc, deux extrêmes, le grand écart, exactement. Mais c'est un jury qui me donne très 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 envie. Et quand je vois la sélection du festival cette année, je me dis que je suis très triste de ne pas pouvoir y aller. On a essayé avec Théo aussi de s'inscrire, on n'a pas eu de réponse malheureusement. On réussira l'année prochaine pour essayer sur place avec Radio Star. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette année après le sacre de Anatomie d'une chute? Qu'est-ce que vous attendez vous et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce festival? Alors moi déjà je suis très 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 curieux, mais comme beaucoup de gens, du prochain Coppola. Forcément, ça fait des années qu'il avait envie de faire un projet de cœur, il n'arrivait pas à trouver le financement, il a décidé de le financer lui-même, tout simplement. Et donc Megalopolis avec notamment Adam Driver. Et il a mis tous ses rangs là-dedans, il a hypothéqué ses maisons, enfin là il laissera plus rien à ses enfants et petits-enfants, s'il en a. Déjà rien que ça, juste sur le principe, je trouve ça magnifique, c'est-à-dire un réalisateur, un artiste qui met tout ce qu'il a, parce qu'il veut créer une œuvre qu'il n'arrive pas à créer autrement. C'est trop beau. Ça rappelle Apocalypse Now, 50 ans en arrière, où il a vraiment
fait tapis pour et puis il est allé voir les investisseurs, il leur a dit il faut des rallonges. Au bout d'un moment il leur a dit non c'est bon, tu te débrouilles toi, et c'est lui-même qui a mis au pot, quoi. Ouais. Et surtout, enfin on va pas citer tous les films de Coppola, mais c'est quand même un réalisateur qui sait y faire. Oui. Et on peut dire 3 ça. petits films à son Oui, comme ça, voilà. On vous laisse regarder si jamais. Mais c'est hyper intéressant, surtout ce matin même, enfin au moment où on enregistre, j'ai vu la première image du film et ça a l'air juste magnifique. En fait, c'est un film qui a l'air hyper stylisé, comme il sait faire justement. Et je suis hyper curieux, même si j'ai un petit peu peur du retour, pas forcément critique, mais en tout cas au niveau du box-office, parce que c'est aussi un film long. C'est un film, peut-être Coppola aussi, peut-être pour les nouvelles générations, ça parle un peu moins, peut-être que ça fait un peu moins d'entrée. Je sais pas. Ouais, mais il y a Adam Driver dedans, qui est vrai. quand même un acteur qui est bankable et identifié du public. Ça peut attirer. Ouais, j'espère en tout cas que ça va marcher, et puis j'espère surtout que le film est bon, même si il y a relativement peu de doutes que sur... ce sera pas un navet, quoi, a priori. Mais on attendra d'avoir les critiques de Cannes qui en parlent. Il y a aussi David Cronenberg, il y a Yorgos Lanthimos, il y a un parterre de stars, et à la fois à la réalisation, mais à la fois des actrices et acteurs. On a hâte de voir le tapis rouge tous les jours et d'avoir les retours sur place des critiques qui vont voir ces films. Oui, et surtout c'est toujours l'occasion de voir plein de films qui sortent pour Cannes, mais du coup on a toujours un peu cette tendance à dire que les meilleurs films attendent Cannes, quoi. Ouais. Moi, un des films que j'attends beaucoup, c'est L'amour ouf de Gilles Lelouch. Ah oui, tu fais bien d'en parler, bien sûr. Parce que j'entendais dans différents podcasts, à la radio, plein d'endroits des acteurs et des actrices parler du film, et tout le monde était dithyrambique sur la réalisation de Gilles Lelouch en disant que le film portait très bien son nom parce qu'apparemment c'est un film assez fou. J'ai rien vu dessus et j'ai pas trop envie de me renseigner, mais j'ai juste très très hâte de voir ce film dont j'entends que du bien de tout le monde depuis un moment. Et puis Gilles Lelouch avait quand même fait le réalisateur du Grand Bain qui était super. Donc moi tu fais partie de mes attentes avec le Yorgos Lanthimos. Forcément. J'adore Yorgos Lanthimos, mais j'ai très très hâte de voir cette sélection de Cannes. L'amour ouf, j'ai eu la chance d'assister à l'avant-dernier jour de tournage. J'ai adoré voir travailler toute l'équipe et le lien que ont donc Adèle Exarchopoulos et François Civil, en plus vraisemblablement maintenant un lien plus fort, mais vraiment il y avait une complicité sur le tournage et une vraie joie sur ce tournage qui était communicative avec tout le reste de l'équipe. Et pour ça me donne encore plus envie, mais c'est un film qui va durer plus de 3 heures. C'est un film qui a nécessité 80 jours de tournage, c'est le plus gros budget de l'année du cinéma français, 36 millions d'euros. C'est un film somme pour Gilles Lelouch, et donc il est en compétition officielle du Festival de Cannes, et ça c'est bien, cocorico. On espère que la France va décrocher quelques prix avec ce film, au moins un. Ouais, c'est très sympa. Qu'elle continue sur sa lancée, quelques années que Cannes aime bien le cinéma français. Oui. Nous on est contents tant que ça continue. Exactement. Dino, tu voulais nous faire un petit quiz comme la semaine dernière, un quiz avec ce jeu si particulier. Tu voulais peut-être nous redire un petit peu les règles de ce jeu? Oui, alors c'est très simple. Les titres de films ont souvent des mots communs entre eux. Quand il y a un film qui finit par un mot et un autre film qui commence par le même mot, je les ai fusionnés et j'ai écrit un faux synopsis lié à ça. Il faut trouver le jeu de mots du coup avec les deux titres de films qui sont les deux. Allez, c'est parti. Ça marche. On va essayer d'être aussi bon que la semaine dernière. Alors, dans ce film multi-oscarisé, Kevin Costner quitte la guerre de sécession pour se lancer dans la bourse afin de devenir riche de manière peu légale. Il se fera ensuite accepter par le peuple indien entre 2 rails de coq et de lancer de personnes atteintes de nanisme sur une cible. Danse avec les loups de Wall Street. Oui, bien joué. Bien joué Théo, 1 point. Alors, dans ce film hommage au western et au cinéma asiatique, une mère de famille accompagnée de sa doublure cascade doit retrouver sa fille qui essaye de détruire le multiverse avec l'aide de Charles Manson. Heureusement, le pouvoir de l'amour et un lance-flamme viennent à bout de tout. Everything, everywhere, all at once, upon a time in Hollywood. Ouais. J'ai l'impression d'avoir fait un anévrisme en disant le titre de ce film. J'en ai dit Everything, je t'aurais dit Full Rest, mais il y a trop de mots. 2 excellents films d'ailleurs. Oui, celle-là elle est un peu plus complexe. Une petite souris capable de parler veut participer à un concours de beauté régional. Elle traverse alors... Stuart Little, Miss Sunshine. Oh, wow. Oui. J'ai pas beaucoup de mérite, j'ai revu Stuart Little il y a pas si longtemps avec mon filleul que j'embrasse. Ah ben voilà. Allez, le dernier.
Dustin Hoffman interprète un chef de la mafia ayant un syndrome Asperger lui permettant d'être terriblement fort en mathématiques. Il aidera ainsi son frère à gagner énormément d'argent au casino et à placer des têtes de cheval morts dans le lit de ses ennemis. Pas Rain Man. Ouais. C'est pas Rain Man. Ah oui, d'accord. Voilà. La dernière syllabe du parrain pour faire Rain Man. Ouais, c'est ça. J'avais Rain Man, j'avais le parrain, mais j'arrivais pas à les coller ensemble. C'était très sympa. Encore égalité de partout, j'ai l'impression. Comme la semaine dernière. C'est ça. Si vous voulez, j'en ai un pour vous départager, mais il est complexe celui-là. Dernier pour... Pour le tout. Alors qu'il est envoyé par les dieux grecs pour vaincre Hadès et ses monstres qui ravagent la terre, Persée va se lier d'amour pour une voiture et tombera enceinte après avoir vaincu le Kraken. Désespéré, il rejoindra son père dans une caserne de pompiers afin d'avoir une seconde vie. C'est bien plus paisible que de devoir se coltiner Liam Neeson en Zeus tout-puissant. Alors, j'ai plus le titre exact, mais c'est Percy Jackson, nanana, Titan, et du coup ça fait Titan. Mais je sais plus ce que c'est le titre de Percy Jackson. C'est pas Percy Jackson. Ah, c'est pas Percy Jackson. C'est le film de Louis Leterrier. Clash of the Titans. Clash of the Titans, du coup. Le choc des Titans. Le choc des Titans. Vous êtes encore à égalité. J'avais pas ni Titan ni Titan, donc bravo Théo. Merci à tous de nous avoir suivis en tout cas. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Cinestar. On parlera du Festival de Cannes, on sera en plein dedans. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur Radio Star. À bientôt. Merci. Retrouvez-nous en podcast vidéo sur radiostarsud.fr et sur l'app Radio Star.